Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition du Bulletin des régions. Au cours de la prochaine heure, vous verrez des reportages qui proviennent de partout au Québec grâce à la collaboration des télévisions communautaires associées à Cogeco. Bonne émission. Au sommaire pour vous cette semaine. À Amqui, on souligne l'importance des entreprises adaptées dans notre économie. À Val-David, la maison Phoenix poursuit ses efforts pour construire, dans les Laurentides, une résidence à but non lucratif pour les personnes âgées. À Gaspé, le Centre québécois de formation en maintenance d'éoliennes offre une formation de classe mondiale. À Baie-Saint-Paul, le bistrot des Balcons s'impose sur la scène de la musique émergente au Québec. À New Carlisle, c'est la finale du tournoi de curling de la Fondation Linda Lemore Brown. À Sainte-Christine d'Auvergne, une course de souffleuses de plus en plus populaire. À Rigaud, sur la rivière des Outaouais, les amateurs de drift s'amusent sur 5 circuits de glace. Mais pour commencer cette émission, nous allons faire le point sur la grande mobilisation actuellement en cours sous le thème « Le communautaire à bout », une mobilisation qui culminera du 23 mars au 2 avril prochain, alors que les organismes communautaires participants feront une grève de service. Daniel Yvon, de CTRB à Berthierville, fait le point sur cette grève à venir avec Isabelle Bazinet, la porte-parole régionale de cette mobilisation nationale. Peux-tu me donner ton titre dans le cadre de Le communautaire à bout? Oui, moi, en fait, je travaille dans un organisme communautaire à Saint-Gabriel, le Centre d'action bénévole Brandon, et je représente la MRC de Dautré dans la région de la Nodière pour la campagne Le communautaire à bout. Un mouvement qui dit que le communautaire est tanné, on pourrait dire, du gouvernement, là, donc le manque de subventions, le manque d'appréciation. Oui, en fait, c'est parti effectivement dans la Mauricie, 2 groupes de la Mauricie et un groupe de l'Estrie qui se sont rassemblés il y a un peu plus d'1 an pour mettre en place des revendications pour dire au gouvernement on est à bout de tenir le filet social à bout de bras, vous charcutez le filet social, vous le déchirez et nous, on n'en peut plus d'être ceux qui en font les frais. Et là, ça s'est mis à grossir et depuis quelques mois, il y a des cellules d'organisation, d'action partout à travers le Québec. C'est en train de devenir vraiment gros. En fait, dans l'action communautaire autonome, nos financements ne baissent pas nécessairement nos financements à la mission. Le financement à la mission, c'est l'argent que le gouvernement nous donne pour bien remplir le mandat pour lequel on existe. Donc ça, selon les ministères qui subventionnent, il y a des petites indexations à chaque année, plus ou moins grandes, mais c'est jamais suffisant pour combler les besoins qui, eux, grandissent. La population a de moins en moins de moyens, donc se tourne de plus en plus vers le communautaire. Et nous, on ne veut pas être considérés comme des sous-traitants du gouvernement. On a une mission qui nous est propre et on a besoin de l'argent pour bien la remplir, pour pouvoir pallier aux besoins qui ne sont plus comblés par les réseaux publics, entre autres. OK. Donc, il y a eu des constats qui ont été faits. Et là, maintenant, il y a comme tu me parles de la mobilisation là, qui a commencé, puis ça prend de l'ampleur. Là, vous avez décidé de donner un grand coup, on pourrait dire, au niveau de la mobilisation. Et on parle d'une grève de service, entre guillemets. Et ce mouvement-là se répercute partout dans la province présentement, là. Oui, tout à fait. Du 23 mars au 2 avril, il y a effectivement ce qu'on appelle une grève de service. Chaque organisme va la vivre à sa couleur. Donc, il y a des organismes qui ont des services qu'on dit essentiels, qui ne peuvent pas vraiment être coupés sans avoir de répercussions vraiment très graves. Donc, il y a certains organismes qui vont arrêter complètement pendant 2 semaines. D'autres vont diminuer de façon importante leur service, possiblement en faisant la réflexion de si je ne recevais que mon montant d'argent dit à la mission globale, voici ce que je serais capable d'offrir, excusez-moi, à la population.
Donc, c'est ces services-là que j'offre pendant 2 semaines parce qu'il y a beaucoup d'argent qu'on doit aller chercher ailleurs pour réussir à combler tout ce qu'on fait pour le communautaire. Donc, différentes actions vont avoir lieu pendant ces 2 semaines-là pour culminer à un rassemblement à Québec le 2 avril. Parce que moi, je suis dans un centre d'action bénévole. Donc, ici, le conseil d'administration, la décision qu'ils ont prise, c'est que pour les transports, accompagnements médicaux, pendant ces semaines-là, ne vont être maintenus que les transports médicaux vers les hôpitaux pour les 65 ans et plus. Donc, l'entente de service qu'on a avec l'aide sociale, c'est une entente de service, donc on ne l'offre pas. Les rendez-vous non essentiels, aller chez l'optométriste et tout ça, on ne les offre pas. Et la vente de la popote ne se fera pas à l'intérieur au comptoir, mais la livraison va se faire parce que la livraison, c'est pour des personnes très isolées qui ne peuvent pas se déplacer. OK. C'est la réflexion qui a été faite C'est ça. ici dans notre organisme. Une des principales revendications au niveau de ce mouvement-là est d'avoir des conditions salariales décentes. Peux-tu nous en parler un petit peu? Oui, en fait, c'est les conditions de travail, oui, salariales, évidemment, mais en termes aussi de régime de retraite, d'assurance collective, il y a à peine 50% des organismes communautaires qui peuvent offrir ça Ouais. à leurs employés, ce qui fait que beaucoup de travailleurs du communautaire doivent travailler jusqu'à 65 ans. Et les conditions de travail, ben, on est souvent, les gens sortent de l'école, viennent se former dans le mouvement communautaire et quittent. Donc, il y a un roulement de personnel très, très important. Et on souhaite pouvoir offrir des conditions de travail décentes parce que il y a beaucoup de gens vraiment formés en intervention, en plein de choses dans le communautaire. Là. On pense souvent bénévolat quand on pense à l'organisation communautaire, mais il y a aussi des services d'intervention directe par des gens réellement formés pour ça, mais sous-payés. Et ça contribue à être à bout parce qu'il faut tout le temps recommencer à former les gens. Donc, voilà, c'est une des grandes revendications du mouvement Le Communautaire à bout. Je te parle, je veux savoir la réaction des usagers, parce que je sais que ça a commencé à être mentionné aux usagers. Est-ce qu'ils sont supportent? Est-ce que les gens, tu penses qu'ils croient à ce moyen de pression-là, d'importance là, qui va être faite? Bien, évidemment que c'est à géométrie variable, là. Il y en a qui sont très dérangés, mais quand on leur explique que si on ne fait pas ça, ça se peut que dans 2, 3, 4 ans, on ne puisse plus lui donner le service parce qu'on les aura plus les moyens, bien, la plupart comprennent. On ne fait pas ça contre eux, on fait ça pour faire réagir le gouvernement, pour qu'ils réalisent que si on n'est plus là, la population va être mal prise. Donc, puis dans les organismes communautaires, on fait beaucoup d'éducation populaire autonome. Donc, dans plusieurs des organismes, ben, il y a des cafés-rencontres qui expliquent les revendications à nos membres. Il y a des fabrications de pancartes, écriture de témoignages. Donc, on implique nos gens dans cette démarche-là. Ce n'est pas qu'une démarche de travailleurs et de conseil d'administration. Bon, ben, je pense que c'est une revendication importante et partout, comme tu mentionnes, dans le communautaire, ben, c'est des difficultés de retenir ou de s'assurer que les gens restent. En terminant, ben, on sait qu'en principe, on a eu la surprise là, les derniers jours de savoir que le gouvernement déposerait un budget au mois d'avril. Est-ce que tu penses que ça va avoir un impact? Ben, on espère que, ils vont prendre en compte nos revendications et on va continuer. Si on n'est pas entendu, le mouvement a fait tellement boule de neige qu'on ne va pas s'arrêter parce que c'est important. Donc, on attend ce budget-là et on espère avoir été entendu. C'est ça. Donc, on parle d'une première étape et ce sera à suivre suite aux réactions des différents ministères du gouvernement par rapport à cette manifestation qu'on pourrait dire. Donc, on rappelle que c'est du 23 mars, c'est bien ça? Oui, 23 mars au 2 avril. Et ça va se conclure avec une grosse manifestation à Québec, c'est bien ça? Un rassemblement devant l'Assemblée nationale à Québec, oui, le 2 avril. Puis pendant les 2 semaines, il va y avoir des actions dans les localités et il va y avoir une action régionale et beaucoup de choses vont circuler sur les réseaux sociaux, évidemment.
Donc, on espère que la population va supporter ce mouvement-là et on espère que ça va porter fruit à toute la communauté et aux communautaires aussi. Oui, tout à fait. Puis moi, je vais vous laisser avec ma petite phrase que je signe mes courriels depuis le début. Le communautaire est à bout, mais on est debout. Stéphane Thériault, le président du Conseil québécois des entreprises adaptées, qui représente quelques 35 entreprises qui emploient 5 000 travailleurs ayant des limitations, était de passage à Amqui à l'invitation de 2 entreprises adaptées et Marc Després de la télévision de la Métis l'a rencontré. Alors, M. Thériault, donc c'est quoi le CQEA? Oui, CQEA, c'est Conseil québécois des entreprises adaptées. Donc, c'est l'association des 35 entreprises au Québec, 35 entreprises adaptées dont la mission est la création d'emplois pour des travailleurs avec limitation, dont fait partie ici Alliance et Centrap sont 2 de nos membres. Donc, à ce moment-là, pour vous, un exemple comme aujourd'hui, c'est plus que bienfaiteur, là. C'est une excellente nouvelle, comme je disais tout à l'heure aux invités. Une des conditions de succès des entreprises adaptées, c'est l'ancrage fort au niveau régional, de voir 2 entreprises de la région qui vont unir leurs forces, justement, puis vont partager des ressources, des bonnes pratiques, des pratiques d'affaires aussi. C'est une excellente nouvelle pour les travailleurs et aussi pour toute la région. Et vous êtes même parti de Saint-Jean-Port-Joli pour être ici à Amqui, donc ça prouve l'importance de la nouvelle. Tout à fait. En fait, je suis parti de Québec même. Oui, OK, bon. Pour faire la route, mais c'est toujours un plaisir de redescendre en Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, puis surtout pour une nouvelle comme ça. C'est sûr que nous, au Conseil québécois des entreprises adaptées, on salue ce genre d'initiative. Et bon, quel genre d'entreprise habituellement, quel genre de domaine? Oui, les secteurs sont très variés. On a des centres de tri. C'est sûr que le pain et le beurre des entreprises adaptées depuis plusieurs années, c'est la sous-traitance manufacturière, industrielle. Mais un peu comme on peut voir ici avec les entreprises, les secteurs sont très variés. Ils vont couvrir l'entretien ménager, la transformation du bois, l'imprimerie ici à Amqui. Donc, ce qui fait que quand certains secteurs vont moins bien, d'autres prennent la relève. Beaucoup de succès présentement à tout ce qui touche l'économie circulaire. Donc, ça demeure un réseau qui va très bien et qui est en bonne santé. Donc, pour les personnes qui travaillent, combien il y en a? On parle de 5 300 travailleurs, dont 4 000 travailleurs avec limitation sur l'ensemble du réseau. On est présent de Sept-Îles à Rouyn-Noranda en passant par Montréal. Donc, ça veut dire qu'un tel réseau, c'est ultra important pour tous ces gens-là, là. Ultra important. C'est un des beaux cadeaux que la société québécoise s'est fait depuis presque 50 ans maintenant, le concept des entreprises adaptées. On donne l'opportunité à des gens, on accueille des gens qui peuvent avoir certaines limitations. Mais chez nous, les limitations deviennent des forces. Ces gens-là peuvent se développer sur le plan personnel, le plan de l'employabilité à un rythme qui est le leur. Donc, vraiment, c'est un concept unique et très important encore dans notre société. Et ce sont sans aucun doute toutes des entreprises d'économie sociale à ce moment-là? Donc... 100% BNL. On a une coopérative de travailleurs dans le réseau. Donc, on s'assure des modèles qui sont bien ancrés localement dans les communautés. Donc, ça veut dire que quelqu'un qui fait affaire avec toutes ces entreprises-là, ou l'une de celles-ci, c'est extrêmement important parce on participe à l'économie de la région, mais on permet à ces gens-là d'avoir des expériences de travail. Exact. Au-delà de l'économie, il y a une mission sociale qui est très forte. Donc, c'est sûr que d'encourager. Et au-delà de l'encouragement, les entreprises adaptées, c'est un symbole de qualité à travers les années, peu importe les secteurs. Donc, c'est sûr qu'on encourage les gens localement à faire affaire avec les entreprises adaptées. Donc, il n'y a aucun doute à avoir. Donc, ces gens-là sont spécialisés, sont dévoués. Donc, on est sûr et certain de faire affaire avec des entreprises là, importantes. Là. Tout à fait. On a des problèmes. Tout ce qui est au niveau de l'encadrement, de la supervision, les gens sont formés justement pour travailler avec les travailleurs qui peuvent avoir des besoins spéciaux. Puis on le voit, il y a aussi une certaine longévité dans le réseau. Donc, les gens ont à cœur leur travail. Quand on visite une entreprise adaptée, ce qu'on voit, c'est un rythme différent, c'est des sourires, c'est une famille
Donc, oui, on encourage tout le monde à faire affaire avec les entreprises adaptées. Est-ce que ça arrive souvent que 2 de vos entreprises, finalement, fusionnent ensemble ou travaillent maintenant ensemble? Oui, effectivement, Oui. ça demeure une tendance. Vous voyez, il y a une douzaine d'années dans le réseau, on avait 47 entreprises. Présentement, on est à 35, mais la bonne nouvelle, c'est jamais perdu d'emploi. Donc, OK. on voit que l'union des forces sert bien et l'objectif, c'est le maintien des emplois de qualité pour les travailleurs à besoin. Bien, merci beaucoup. Merci à vous. Dean Brisson de la télévision communautaire des Laurentides nous présente le projet de la maison Phoenix qui vise à construire une résidence pour les personnes âgées qui soit un milieu de vie favorisant la solidarité intergénérationnelle. En CHSLD. Donc, j'ai décidé de m'impliquer. Puis au début, je ne pensais pas m'impliquer autant. Mais finalement, ils m'ont dit « Ah, ben, toi, tu as l'air pas pire, tu ne voudrais pas être président. » Je dis « Ben, OK, c'est une grosse affaire. » Là. Puis il y a tellement de monde qui sont impliqués depuis le début. Même si des fois, il y a des passages à vide, un peu, on se dit « Ben, ça va-tu marcher? » Parce que là, depuis 10 ans, on veut construire, puis on n'a toujours pas construit. Mais il y a tellement de monde impliqué. On a, tu sais, Maison Phoenix, on a 70 bénévoles aînés qui s'impliquent dans le CA, dans le comité intergénération, parce que même si on n'a pas construit la maison, depuis 5 ans à peu près, on a déjà mis sur pied des activités intergénérationnelles. Donc, on a plein de bénévoles aînés, surtout, qui font des activités avec les jeunes de l'école. Et les aînés triplent là-dessus, parce que là, ils sentent qu'ils peuvent transmettre certaines choses, avoir une connexion avec des enfants. Les profs, ils trouvent ça génial parce que là, ils ont des activités avec des gens compétents. Tu sais, un exemple, une prof de philo qui donne philo pour les enfants au primaire, des cours de sexologie au primaire. On a des bénévoles qui vont faire des marches en forêt pour leur parler des champignons, des arbres, parler de la botanique. Donc là, les profs, ils ont comme des gens hyper compétents qui donnent de leur temps bénévolement. C'est précieux. Ça, c'est génial. Puis les enfants réagissent tellement bien à ça. On a un aîné qui tripe échecs, elle organise des midis échecs. Ah, ça, c'est le fun. Ils font des tournois d'échecs. Là, les aînés viennent jouer contre les enfants, puis avec les enfants. Il y a des moments magiques qui se passent. Alors ça, depuis 5 ans, ça roule déjà. Déjà, la Maison Phoenix a des activités qui fait qu'on est impliqué dans la communauté. On est déjà présent. Et c'est grâce, entre autres, à des employés qu'on a réussi à engager. On a 3 personnes dévouées à Maison Phoenix, là, qui en font bien plus que ce qu'on leur demande parce qu'ils y croient vraiment. Puis ça a été possible parce qu'on a eu des soutiens de fondations, entre autres la Fondation de Gaspé-Beaubien. Donc, M. de Gaspé-Beaubien, Mme de Gaspé-Beaubien qui ont leur maison résidence secondaire à Valmorin. Et ils ont accepté, ils ont dit « Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider? C'est génial ce projet-là. » Puis depuis 5 ans, ils nous ont donné un sacré coup de pouce là, pour partir. Puis une fois que tu as une fondation comme eux qui soutiennent, mais il y en a d'autres qui embarquent. C'est sûr que c'est toujours dans le communautaire, il faut toujours retrouver des sous. Là. Mais là, on a quand même une certaine... tu sais, pour les 3 prochaines années, on a quand même des sous pour continuer d'avancer là-dedans. Parce que le but présentement, bon, c'est déjà ancré là, de plus en plus dans la communauté, mais c'est de construire une maison ou des maisons, une grande maison. Commencer par une maison. Donc, le projet actuel, parce qu'on a eu d'autres municipalités qui nous ont approchés dans les Laurentides qui en voulaient une. Oui. Puis là, à Val-David, ça bloquait un peu. Puis là, on commençait à regarder ailleurs. Puis finalement, à Val-David, ils nous ont trouvé un terrain, ils ont réservé un terrain. Ah, c'est bon. Et là, on a un gros chunk de financement pour construire. On a été pré-approuvé. Mais là, il faut attendre un autre chunk qui attend que c'est tout le monde attend un peu que... Donc là, dans les prochains mois, d'ici le printemps, j'espère que là, on va avoir le montage financier pour démarrer. Donc, peut-être que d'ici 1 an, on pourra avoir la première pelletée de terre. Là. Puis là, hier soir, on a une super nouvelle que le nouveau conseil municipal continuait d'appuyer le projet de Maison Phoenix. On avait un doute, on dit, ben là, est-ce que les nouveaux élus vont
vont vouloir s'investir là-dedans. Oui. Puis là, ben, ils ont vu qu'on est une équipe sérieuse, on est un super CA, vraiment hyper compétent avec des gens dans toutes sortes de domaines. Oui, c'est qui le CA, justement? Ben, il y a Dominique Asselin, qui est un gars dans l'immobilier, donc la construction, il connaît ça. Il a été maire de Val-David, il est à Val-David depuis au moins, je dirais, 30-40 ans, donc il connaît bien la communauté. Puis lui aussi, vous voyez, Dominique, il commence à avoir des amis qui sont un peu plus âgés, puis il voit des gens qui doivent quitter le village parce qu'il n'y avait pas de place où il pouvait avoir un peu de soutien, un peu de service pour rester dans le village. Donc lui, ça l'a beaucoup motivé. Donc quelqu'un qui connaît la construction. Il y a Elisabeth Gibault qui, elle, c'est hyper impliquée dans le communautaire, qui a été impliquée dans toutes sortes d'organismes et qui connaît bien tout ce qui est l'aspect communautaire. On a une nouvelle recrue, Patrick Marié, qui est un universitaire, un prof d'université, qui est impliqué en gériatrie sociale. Donc, il est hyper compétent et formé pour être capable de tenir en compte de la réalité des aînés et comment est-ce que les aînés peuvent être soutenus dans leur communauté. On a Odette aussi, qui est notre comptable, qui était comptable pour un CIS, là, pour un centre santé et services sociaux, qui est à la retraite puis qui nous aide à faire de l'ordre dans tous nos chiffres, là, qui commence à avoir beaucoup de chiffres à gérer. Alors, ça fait qu'on est plus solide avec une équipe comme ça, puis moi qui connais plus l'aspect médical. Puis ça, c'est sans compter tous les autres bénévoles là, qui sont impliqués il y a vraiment tellement de gens, des profs à la retraite. On a eu depuis 10 ans sur le CA, il y a eu des urbanistes, il y a eu d'autres personnes impliquées dans le communautaire, d'autres gens en comptabilité. Donc, vraiment un soutien de la communauté qui nous permet d'avancer. Et là, ce qu'on veut construire, donc, c'est une résidence pour personnes aînées en perte d'autonomie, une résidence aussi du logement social, donc du logement qui est accessible pour les gens, pas que ça coûte 3 000 à 4 000 $ par mois pour avoir, parce qu'on veut offrir certains services, ou on veut qu'au moins que certains services soient accessibles facilement, les repas, le loisir, qui serait assuré par les activités intergénérationnelles en grande partie. Ben oui. Puis d'avoir une surveillance, entre autres entre résidents, qu'il puisse y avoir qu'il y a un résident qui est responsable, s'il y a un qui ne va pas bien, qu'il y a une collaboration, une entraide. Parce que là, on parle de combien de résidents qui pourraient habiter la maison de Phoenix? 50 unités, donc 50 logements. Donc, s'il y a des couples, ça se peut qu'il y ait 60, 70 personnes. Puis là, c'est ça. Donc là, on essaie d'ajuster en fonction des besoins. À Gaspé, le Centre québécois de formation en maintenance d'éoliennes possède une unité mobile de formation qui permet d'offrir des certifications partout dans l'est du pays, des formations qui sont reconnues internationalement. Un reportage d'Igor Nérisson de Télé-Gaspé. En Gaspésie, le vent n'est pas qu'une force de la nature. C'est une industrie, un avenir et le développement d'une expertise dans le domaine de l'enseignement qui rayonne maintenant bien au-delà de nos frontières. Le Cégep de la Gaspésie et des Îles a récemment franchi un cap historique en devenant le premier établissement d'enseignement au Québec et le 12e au Canada à obtenir la certification de la Global Wind Organization, ou GWO. Concrètement, cette certification internationale répond aux plus hauts standards mondiaux en matière de sécurité et de compétences techniques dans le secteur éolien. Donc, la GWO, Global Wind Organization, c'est une organisation qui a été formée par le secteur de l'éolien pour normer les formations, autant au niveau sécurité que technique, et ce, partout dans le monde. Donc, c'est un peu une norme ISO, mais au niveau éolien, pour que les gens travaillent un peu de la même manière, peu importe le parc éolien, mais surtout de manière sécuritaire. La certification de la Global Wind Organization est une formation de calibre mondial qui est en train de devenir une exigence pour pouvoir travailler tant au Québec que partout ailleurs sur la planète. Oui, bien, c'est une norme qui est très développée, très appliquée en Europe et qui l'est de plus en plus en Amérique du Nord. Puis, ça devient vraiment un passeport pour les techniciens et techniciennes en maintenance d'éoliennes pour travailler dans les différents parcs éoliens.
Donc, ça devient une exigence pour pouvoir pratiquer le métier de maintenance d'éoliennes là, un peu partout dans le monde. Les certifications GWO sont habituellement exigées par les plus grands acteurs de l'industrie éolienne mondiale. Elles représentent un véritable passeport professionnel reconnu partout au pays et à l'international. Donc, l'objectif pour nous, c'est d'intégrer la norme GWO à toutes nos formations actuelles le plus possible, là, dans la mesure du possible avec le nombre d'heures là, qu'on offre selon les différentes formations. Donc, exemple, un finissant de l'AEC, donc de notre attestation d'études collégiales, s'il a en sa possession en plus les différents modules de la norme GWO, va vraiment être reconnu mondialement pour ses compétences techniques et de sécurité pour pouvoir travailler partout dans le monde. Sur le campus de Gaspé, le Centre québécois de formation en maintenance d'éoliennes dispose d'une vingtaine de stations d'apprentissage, de plusieurs turbines et de boîtes d'engrenage issues directement de l'industrie, ainsi que d'une tour de formation en hauteur. À cela s'ajoutent divers équipements à la fine pointe qui permettent aux étudiants d'apprendre dans des conditions réelles. Donc, on a, exemple, des panneaux qui nous permettent de faire du boulonnage, donc qui simulent vraiment une éolienne. Puis les gens vont très... Parce que là, on ne parle pas d'un tournevis ou d'une clé à molette de cette standard comme on a dans nos coffres à outils à la maison, là. Les clés à molette, elles sont immenses, donc les gens doivent s'habituer à travailler avec ce genre d'outils-là. Donc, on a ce volet-là. On a également des valises qui simulent les circuits électriques. Il y a beaucoup d'électricité dans une éolienne. Pour produire de l'électricité, ça en prend aussi. Donc, pour alimenter les différents circuits, les gens doivent être en mesure de maintenir ces circuits-là. Donc, on simule vraiment toutes les composantes là, de l'éolienne pour que les techniciens et techniciennes soient en mesure de faire la maintenance là, après. Mais l'innovation ne s'arrête pas là. Grâce à son unité mobile de formation, le Cégep peut désormais offrir ses certifications directement dans les communautés éloignées ou sur les sites des parcs éoliens partout dans l'Est de l'Amérique du Nord. Une avancée majeure pour l'accessibilité en régions éloignées, particulièrement pour les communautés autochtones et les régions nordiques. Donc, au cours de la dernière année, on a eu la chance d'obtenir une subvention d'Emploi Québec pour développer une formation en maintenance d'éoliennes qui était mobile, donc pour pouvoir se déplacer un peu partout sur le territoire au Québec. L'objectif, c'était principalement d'aller chercher les participants de nationalité autochtone et aussi les femmes qui ne peuvent pas nécessairement se déplacer à Gaspé pendant plusieurs mois pour suivre une formation. Donc, avec ces équipements mobiles-là qu'on transporte à l'aide de l'unité mobile et on va directement dans les différents territoires où va avoir lieu le développement des prochains parcs éoliens. Donc, c'est vraiment intéressant. On va à la rencontre des communautés pour former les techniciens et techniciennes qui vont entretenir ces parcs-là dans le futur. Donc, c'est nous qui nous déplaçons au lieu de faire venir les participants ici à Gaspé. Grâce à cet équipement hors norme, il a été possible de développer des formations s'adressant à des clientèles trop souvent marginalisées. Oui, bien, ce qu'on a fait, c'est qu'on a aussi développé une formation sur mesure spécifique pour les communautés autochtones et les femmes qui était un peu plus courte. Donc, à ce moment-là, cette formation, on l'appelle maintenance de niveau 1. Ça permet de faire un survol, c'est environ 350 heures. Donc, ça permet vraiment d'avoir les bases, autant au niveau mécanique, électricité et sécurité. C'est vraiment ce qui est le cœur de la formation pour que les gens puissent, dans le fond, débuter leur travail de technicien et technicienne. Ils vont souvent être des accompagnants, donc la troisième personne dans une équipe de trio au niveau de la maintenance, mais ça va leur donner des bases qui vont leur permettre de débuter leur travail de maintenance dans les différents parcs. Et l'expertise gaspésienne traverse même les océans. Le Cégep offre déjà son attestation d'études collégiales en maintenance d'éoliennes à Dakar, au Sénégal, où les formations certifiées GWO pourront également être déployées. En fait, il y a eu un appel d'offres de la part du ministère pour développer des formations, principalement des AEC, qu'on délocaliserait
en Afrique. Donc là, nous, on a répondu à l'appel. On souhaitait délocaliser notre AEC en maintenance d'éoliennes. Donc, on est à la fin de la première cohorte là, de 18 participants au Sénégal, à Dakar, qui ont suivi le même parcours que nos étudiants ici. Donc, c'est vraiment l'attestation d'études collégiales. C'est le même contenu de cours qu'on est en train d'offrir là-bas. Puis, il y a une deuxième cohorte là, qui va débuter là, en mars-avril. Un autre 18-20 participants là, qu'on devrait voir cheminer là, dans ce parcours-là, qui est l'attestation d'études collégiales, qui est notre programme phare là, de formation en maintenance d'éoliennes. Cette reconnaissance internationale n'est pas le fruit du hasard. Depuis 2004, le Cégep de la Gaspésie et des Îles s'est imposé comme un acteur de premier plan dans la formation liée au secteur éolien au Québec. Oui, bien, ça fait plus de 20 ans que le Cégep de la Gaspésie et les Îles offre l'attestation d'études collégiales en maintenance d'éoliennes. Au fil des ans, on a également construit l'espace dans lequel on se trouve, qui est le Centre québécois de formation en maintenance d'éoliennes, le CQFME, qu'on appelle dans notre langage. Et d'année en année, on acquiert de nouveaux équipements. Donc, on voit en arrière de nous, il y a vraiment des équipements qui datent. Donc, on travaille avec de la vieille technologie pour simuler certains aspects, mais on acquiert également des nouveaux équipements pour s'assurer que les participants des différentes formations sont vraiment prêts au marché du travail là, d'aujourd'hui. L'établissement propose notamment une attestation d'études collégiales en maintenance d'éoliennes de 960 heures, incluant un stage de 6 semaines reconnu par le ministère de l'Éducation, ainsi que des formations sur mesure adaptées aux besoins spécifiques des entreprises. Oui, c'est une grosse formation. Donc, c'est une attestation d'études collégiales qui se déroule sur plusieurs mois. Donc, au total, le format actuel est de 960 heures de formation. Donc, on inclut des volets théoriques, beaucoup de volets pratiques ici même au CQFME. Et ensuite, les étudiants partent en stage dans les différentes entreprises, directement dans les parcs éoliens. Donc, ça, c'est vraiment attendu de l'industrie, là. Nos finissants ressortent avec des places de stage assurées. Puis, ça permet vraiment d'aller plus en profondeur parce que c'est une formation qui est vraiment pratique et ça fait en sorte que les techniciens et techniciennes finissantes de notre AEC sont vraiment prêts à travailler là, dans les différents parcs. Ceux et celles complétant la formation se trouvent très facilement un emploi, que ce soit au Québec ou ailleurs dans le monde. C'est sûr qu'on privilégie le partenariat avec les différentes entreprises québécoises. On veut desservir le marché québécois le plus possible, mais je connais des parcours d'anciens finissants et finissantes qui ont eu la chance d'aller travailler ailleurs dans le monde. Donc, souvent, ils vont débuter leur parcours ici au Québec, mais la majorité des entreprises que ce soit les Vestas ou Énergex de ce monde, bien, ont des parcs un peu partout dans le monde. Donc, ça leur donne différentes opportunités pour ceux qui le souhaitent là, d'aller travailler ailleurs. Mais après ça, il y en a qui reviennent ici. On a des anciens qui sont allés voguer vers d'autres pays, puis bien, maintenant sont de retour ici et même ils enseignent ici avec nous. Donc, des fois, la roue fait son chemin. Puis, Les étudiants proviennent de tous les milieux et de tous les groupes d'âge. Oui, si on parle spécifiquement de l'attestation d'études collégiales, donc nous, on est en formation continue. Donc, c'est une formation qu'on dit aux adultes. Donc, ça s'adresse aux jeunes adultes ou aux gens des fois en cheminement de carrière qui voudraient se réorienter. On en a beaucoup là, d'étudiants qui ont un certain bagage, mais qui ont le désir de travailler à l'extérieur, de travailler plus de leurs mains, qui se redirigent vers notre formation. Donc, on a des gens de 18 ans jusqu'à cinquantaine d'années qui s'intéressent à notre formation. Et la majorité proviennent du Québec, mais de partout au Québec. Donc, on a des gens qui viennent de l'Outaouais, puis on a des gens qui viennent de Gaspé. Donc, nos étudiants proviennent vraiment de partout au Québec. Il y a un bout de la formation qui se fait à distance pour répondre à cette particularité-là, là, que les gens proviennent de partout. Mais il y a vraiment quelques mois de formation qui se déroulent en direct ici à Gaspé pour toucher aux équipements puis vraiment acquérir tout le volet pratique.
Il est facile de s'inscrire et le centre de formation mène plusieurs campagnes de recrutement afin de trouver de nouveaux étudiants. Oui, tout à fait. Je crois que c'est un métier qui est encore méconnu. Puis, il y a vraiment place à recevoir de plus en plus d'étudiants. Donc, on est en recrutement à chaque année. Puis, oui, on comble nos places, mais on invite vraiment les gens qui seraient intéressés par ce genre de formation-là à s'inscrire. Puis, il y a un processus là, de sélection là, pour former nos groupes. Le Cégep bénéficie également de son affiliation avec Nergica, un centre collégial de transfert de technologie spécialisé en énergie renouvelable, qui mène des projets de recherche appliquée et d'innovation dans l'éolien et le solaire. Ce partenariat, ainsi qu'avec d'autres acteurs dans le secteur, permet au centre de formation de demeurer à la fine pointe et d'explorer d'autres avenues quant au développement des énergies renouvelables. Oui, bien, Nergica, qui est le centre de recherche en énergie renouvelable, là, qui est affilié au Cégep, bien, Nergica a un rôle plus au niveau de la veille du secteur, de l'avant-garde, de ce qui s'en vient dans le futur. Donc, c'est sûr qu'on a une collaboration constante avec eux pour se garder à l'affût de ce qui s'en vient. Exemple, là, les prochains développements vont probablement être dans le secteur du solaire. Donc, ça va être à nous à voir les opportunités. Est-ce que le centre ici pourrait offrir certains aspects sur mesure pour former des techniciens et techniciennes en maintenance au niveau de la technologie solaire? Mais là, ça, c'est dans le futur lointain. Mais à court terme, vraiment au niveau du secteur de l'éolien, bien, c'est vraiment un partenariat important pour se garder au fait de ce qui se passe dans l'industrie, des développements aussi. Donc, on parle beaucoup à Nergica, mais on parle aux entreprises du secteur, on parle au gouvernement, on parle à Hydro-Québec aussi, pour être à l'affût des besoins de main-d'œuvre qui s'en viennent. C'est vraiment ça notre situation pour vraiment répondre aux besoins de l'industrie là, dans notre cas. Et la demande pour les diplômés de l'AEC en maintenance d'éoliennes n'ira pas en diminuant, alors qu'Hydro-Québec veut accélérer la cadence et a annoncé des projets majeurs de développement dans le domaine de l'éolien. Un défi que compte bien relever le centre de formation en collaboration avec tous les acteurs du milieu. Ça fait en sorte que les besoins de main-d'œuvre vont être de plus en plus grands. Donc, on avait ressenti le ralentissement autant au niveau de l'intérêt, que ce soit des étudiants ou des entreprises, là, à s'investir dans ce secteur-là. Mais là, depuis 2-3 ans, c'est reparti de plus belle et ça fait en sorte qu'on a les besoins de main-d'œuvre vont être grandissants. Puis, nous, on doit prévoir ça là, dans nos cycles de formation. Ça nous donne aussi les coups des franches pour avoir justement des discussions avec l'industrie. On sent que l'industrie est très collaborative, veut nous aider à les aider. Puis ça, c'est une dynamique là, qui s'est installée assez récemment, qui est très, très intéressante comme centre de formation parce que ça nous permet vraiment d'être connectés à l'industrie. Autant au niveau des turbiniers que des donneurs d'ordre comme Hydro-Québec. Mais il n'y a pas qu'Hydro-Québec, il y a les parcs privés aussi ou en collaboration, exemple, avec certaines communautés qui sont en déploiement partout au Québec. Donc, nous, on doit rester à l'affût de tout ce qui se passe pour vraiment répondre à tous ces besoins-là. Ainsi, la région se positionne non seulement comme productrice d'énergie éolienne, mais aussi comme formatrice de la main-d'œuvre spécialisée nécessaire à cette industrie en pleine expansion. De la Gaspésie au monde entier, le Cégep de la Gaspésie et des Îles offre désormais une formation de classe mondiale et participe au vent de changement qui propulse l'expertise du centre de formation situé à Gaspé, au sommet de l'industrie éolienne internationale. Ici Igor Nérisson, journaliste IJL pour Télé Gaspé. Baie-Saint-Paul est une ville où la culture, sous toutes ses formes, occupe une place importante et Félix Chouinard de TVCO nous fait découvrir le Bistrot des Balcons, une scène locale qui occupe une place spéciale pour la diffusion de la musique émergente au Québec. J'ai des affaires à compter. Baie-Saint-Paul est bien connu pour son attractivité culturelle. Du groupe des Sept aux différents musiciens qui s'arrêtent ici le temps d'un festif, la ville est une vraie plaque tournante de l'industrie culturelle québécoise.
On pourrait même dire qu'assez souvent, elle arrive à se tailler une petite place dans le cœur des artistes qui viennent nous visiter. Baie-Saint-Paul, c'est un endroit qui est extrêmement important dans notre histoire en tant que band. C'est comme... Baie-Saint-Paul nous a mis sa map, j'aime bien dire, là, avec le festif et tout, le cabaret qu'on a gagné il y a une couple d'années. Puis bon, c'est beau, le monde sont le fun. Il y a des beaux spots. Puis ça, le crowd est au rendez-vous aussi. Fait que... À travers cet héritage culturel, il y a une salle, à Baie-Saint-Paul, qui commence à faire parler d'elle en recevant semaine après semaine des artistes de partout au Québec. Je vous vole le punch, cette salle, c'est le bistrot des balcons. Je pense que ça fait depuis quand même, on est ouvert en 2017, ça fait depuis 2017 qu'on fait des spectacles de plus en plus. Avant dans la petite chapelle de notre ancienne auberge, sinon à l'extérieur l'été. Fait que déjà, depuis 2017, on a quand même une réputation qui s'est créée petit à petit avec un setup quand même plus petit, donc une autre situation. Mais puis là, avec le bistrot, avec la scène qu'on a, la situation qu'on a, avec le restaurant qui est au niveau du chemin, au lieu que ça soit au 3e étage caché. Le mot se passe. À force d'avoir des bands différents puis faire affaire avec des boîtes de production différentes aussi, bien forcément, vu que ça se passe bien, puis que l'expérience est bonne quand ils viennent ici, bien ça donne le goût de nous envoyer d'autres mondes après ou de revenir pour une 2e, 3e, 4e fois. Fait que tranquillement, c'est le bouche à oreille beaucoup là, qui a fait son effet à ce niveau-là, je pense. Le bistrot des balcons, c'est un incontournable. Le moindrement que tu veux faire une tournée, soit sur la Côte-Nord. Ils sont accessibles. C'est accessible, venez jouer ici. L'hébergement est fourni, puis il y a une crowd au rendez-vous. Pour n'importe quel projet, que ce soit émergent ou relativement établi, c'est une super belle place où venir jouer. C'est comme une autre maison. On dit ça de bien des places dans le Québec parce qu'on s'attache aux places où on joue, on s'attache aux salles, à l'équipe qui est sur place, l'organisation. On en a plein des maisons, mais Baie-Saint-Paul a vraiment comme une place spéciale là, pour nous autres. Là, puis je pense que ça se sent aussi dans le crowd, puis genre... Ouais, c'est dans je sais pas, il y a de quoi dans l'air ici, là, qui me fait bien filer, genre. Voici quand je reviens, si au loin je reviens, puis tout peut changer. Ça s'est fait petit à petit quand même. Là, on a ouvert en 2017, là, on est rendu en 2026, ça fait quasiment 10 ans. Là, mais juste d'avoir un lieu dédié à ça, c'était beaucoup ça qui faisait toute la différence, d'avoir des installations permanentes dédiées au spectacle. Déjà, ça, c'était comme une grosse case qu'il fallait cocher. Dans le temps, dans la petite chapelle, c'était le salon qu'on transformait en salle de spectacle. Là. Fait que ça... On a fait nos classes avec ça, si on veut, là, mais ouais. Une salle comme les balcons, bien, c'est leur mission d'encourager la relève et tout ça. Donc, tu sais, sont moins dans le mainstream comme certaines salles. Donc, ça va nous permettre d'aller découvrir. Même moi, des fois, je vais voir des spectacles, c'est des artistes que j'ai pas eu l'occasion de voir encore. Fait que ça nous permet d'encore mieux apprécier la présence des balcons. On met sur l'émergence, puis c'est ce qui fait que on a accès à des bands qui sont pas connus, puis qu'après, bien, comme ce soir avec Mal-Aimé, tu sais, qui sont rendus avec une grosse crowd qui les suit, puis qu'on fait une soirée complètement vendue à un prix accessible à tout le monde, bien, ça crée cet avantage-là. Mais tu sais, dès le départ, quand l'auberge a été, quand on a créé l'auberge, tu sais, moi, mon poste, quand je me suis joint à l'équipe, c'était ça, là, tu sais, c'était de faire des shows, puis qu'il y ait une vie culturelle dans l'auberge, ça faisait partie de la mission aussi de l'entreprise. Ce qui nous
permet d'évoluer là-dedans, c'est aussi les commanditaires, c'est aussi justement le fait d'être reconnu au niveau des gouvernements, des aides en culture au gouvernement qui nous aident à avoir de l'argent pour financer ça, parce qu'évidemment aussi la culture, c'est un défi quand même à financer. Il faut être créatif, il faut avoir l'aide de la communauté. Tu sais, nous autres, on peut pas tout faire, puis c'est le fun qu'il y ait des gens comme les balcons qui portent cette mission-là. Puis ça rend juste Baie-Saint-Paul encore plus attractif pour les artistes. Tu sais, autant que des fois, balcons vont créer des artistes, ils connaissent Baie-Saint-Paul avec le festif, puis de l'autre sens, il y a des artistes que nous, on n'aura pas au festif qui vont découvrir les balcons. Fait que, bref, c'est vraiment un beau mélange. Puis ça renforce finalement la réputation culturelle de Baie-Saint-Paul. Simon Thériault de Télévague rencontre David Dousnard, qui organise depuis 31 ans le tournoi de curling de la Fondation Linda Lamar Brown. Le week-end dernier marquait la conclusion du tournoi de curling annuel au profit de la Fondation Linda Lamar Brown. Entre le 26 février et le 1er mars, plus de 20 équipes se sont affrontées sur la glace de New Carlisle dans une ambiance amicale et généreuse. Que ce soit par les inscriptions, les déjeuners bénéfices ou la vente de billets de tirage, la communauté s'est une fois de plus mobilisée pour la cause. Un immense merci aux joueurs, aux bénévoles et à tous ceux qui sont passés pour faire de cet événement un véritable succès collectif. Bonjour David, ça va bien? Oui, très bien. Sauf la dernière partie, mais très bien. Oui, la dernière partie n'a pas été à ton goût? Non, on a perdu. C'est pas toujours fun, mais on s'amuse. Oui, l'important c'est de s'amuser. Puis toi, en plus d'être un joueur aujourd'hui, tu es aussi l'organisateur du tournoi de curling. Oui. Juste pour les dernières 31 ans, je pense. Dernière 31 ans? Oui, je fais ça. Puis je suis un directeur pour l'association Linda Lamar Brown. Puis on a 5 personnes sur ça. Puis c'est pour ça qu'on a le tournoi curling pour ramasser les fonds pour les personnes avec le cancer. Donc, tu es directeur de l'association Linda Lamar Brown, c'est ça? Parce qu'aujourd'hui, vous jouez justement pour la bonne cause, pour la Fondation. Est-ce que vous êtes satisfait de le nombre d'inscriptions qu'il y a eu en fin de semaine? Oui, on est chanceux. On a 22 équipes. Dans notre ligue, on a seulement 11. On a le monde qui vient juste pour aider la cause. Ils ne sont pas vraiment les curlers, mais ils s'amusent, puis ça va bien. Puis la plupart des gens qui ont joué au curling aujourd'hui, c'est des équipes organisées qui jouent dans une ligue à New Carlisle. On a 11 équipes qui ont joué dans la ligue. Comme j'ai dit, les autres 11 équipes sont pas... On a une qui vient de l'extérieur, puis la plupart, c'est le monde qui sait que c'est fun, s'amuse, puis ça l'aide la cause. C'est pour ça qu'on a des autres équipes qui inscrivent. Ça, c'est commencé depuis vendredi, je crois. Hein? Samedi soir. On a commencé 6 heures. On a 3 sets de matchs jeudi soir, 4 sets vendredi soir, toute la journée samedi, puis on finit avec 2 matchs aujourd'hui. C'est tout. Puis tous les profits de la fin de semaine du tournoi vont aller à la Fondation. Oui. Puis on a le monde qui apporte les sandwichs, le soupe, des choses comme ça qu'on vend. On a un bar toujours. On fait le moitié-moitié. Puis on a des raffles, je ne suis pas sûr comment c'est ça en français, pour des prix, qu'on vend des billets, puis tout ça. Puis les pouvoirs au restaurant ou au bar, on ne garde pas ça, on donne aux fondations. Bon, bien super. Fait que bravo pour le tournoi, pour la fin de semaine. Généralement, on va ramasser vers 10 000 pour la fin de semaine. Au moins. C'est vraiment bon? Oui. Comme je dis, on a 22 équipes. Chaque équipe, c'est 80 $ pour inscrire.
Puis après ça, comme l'autre soirée, on a moitié, 435 $. Ben super, fait que un gros merci, puis je vais te laisser aller pour la remise des prix. L'équipe des Roches est la grande gagnante de l'édition 2026 du tournoi de curling de la Fondation Linda Lamore Brown. L'équipe championne était composée des membres suivants: Gabriel Holmes, Marc-André Desroches, Germain Desroches et Louis-Alexandre McNaughton. Les organisateurs de l'événement Glace en fête à Sainte-Christine d'Auvergne ne croyaient pas qu'ils allaient créer un événement très populaire lorsqu'ils ont pensé à organiser une course de souffleuses. Explication par Arthur Bordelot de CJSR. Samedi dernier avait lieu l'édition 2026 de Glace en fête. L'événement se déroulant à Sainte-Christine d'Auvergne a attiré la population locale et extérieure avec plusieurs activités hivernales. Glace en fête de Sainte-Christine d'Auvergne, ça existe depuis plusieurs années. Ce qui fait notre force depuis 5 ans déjà, c'est notre course de souffleuse qui fait parler de nous. C'est une idée qui est venue au 125e anniversaire de la municipalité. On a essayé ça avec le comité de bénévoles. On a dit « ce serait original et différent des autres municipalités d'ailleurs », fait qu'on le fait. Finalement, à la demande générale, les gens ont adoré l'idée, puis ça l'a pogné de plus en plus, fait qu'on a continué la tradition. On a un petit vent de face là, de billets aussi qui... C'est l'événement hivernal à ne pas manquer à Sainte-Christine. Cette année, l'événement a reçu 16 concurrents pour ses fameuses courses de souffleuses à neige. C'est parti! Un beau souffleuse! Et l'idée à l'arrière est revenue. C'est redonné un élan. On a 3 catégories. La première, c'est stock sur roue. La deuxième, c'est stock sur chenille. Puis la troisième, c'est modifié, qui inclut toute modification. Les gagnants de chaque catégorie ont une bourse de 100 $ en argent à la fin. C'est plus difficile que je l'imaginais, d'autant qu'il y a longtemps que je n'ai pas utilisé une souffleuse à neige. Mais encore une fois, c'est une belle expérience. Et puis je regrette vraiment pas de l'avoir fait. Félicitations aux vainqueurs. Puis la machine, comme conducteur, j'étais pas meilleur que l'autre. Je pense que c'est la machine qui fait la différence. Hey, merci beaucoup. Alors la neige, comme on disait, oui, la confection de la neige est quand même assez dure et mou, c'est particulier. Un fond pesant, épais, puis l'ensemble était pas mal épaisse aussi. OK. Puis une belle neige s'amuser. C'est super familial. Dans le fond, tout le monde est invité, des hot dogs gratuits, des fiches château de neige, chocolat chaud. On a l'esprit familial l'après-midi de 1 à 4, vraiment friendly. Puis c'est des courses non c'est plus amical que la grosse compétition féroce. C'est vraiment pour s'amuser puis pour le fun. Un spectacle d'acrobatie en motoneige a été présenté par l'équipe de Trep Freestyle. L'année passée, on avait fait différent avec des tours de snowmobile. D'année en année, on alterne. Ils étaient venus il y a 3 ans, puis on les a rappelés à la demande générale parce que les citoyens avaient vraiment aimé ça. Donc, c'est vraiment à couper le souffle. Ça fait bien entre chaque catégorie. Ça fait un beau spectacle pour les gens qui patientent les courses. Dans le fond, au début, c'était pour nos citoyens. Au début, on avait des gens de la région seulement, mais là, on est rendu avec des gens de Charny, Québec, Lévis, Shawinigan. Fait qu'on a des compétiteurs de plus loin. Fait que là, ça prend de l'ampleur dans la région. Fait que c'est vraiment le fun de voir que ça fait parler de Sainte-Christine d'Auvergne avec son originalité. On aime ça. C'est le fun d'accueillir les gens de l'extérieur dans nos événements. C'était Arthur Bordelot, depuis Sainte-Christine d'Auvergne, pour CJSR. À Rigaud, les amateurs de drift, ce sport automobile qui consiste à glisser sur la piste, se donnent rendez-vous cet hiver sur la rivière des Outaouais, où des véritables mordus de ce sport ont aménagé 5 circuits de course sur glace pour les pilotes de tous les niveaux. Un reportage de Félix Sabourin-Gonzalez de CSUR.tv. Pour une 2e année consécutive, Frédéric Vachon et ses associés ont organisé l'événement 30 Factory, un site de drift sur glace entièrement gratuit situé dans la baie de Rigaud sur la rivière des Outaouais.
Avec ses 5 circuits de glace, le site a tout pour plaire aux pilotes. L'événement a rapidement pris de l'ampleur en raison de la rareté de ce type d'événement dans la région. L'objectif de l'organisateur demeure le même, partager sa passion pour le sport de drift. Comment le projet de faire de la drift sur la glace a commencé? Bien, dans le fond, à chaque année, moi et ma gang de chums, on cherchait des spots de même, puis il n'y en a pas vraiment au Québec. Fait que l'an passé, on a mis une pelle sur mon truck, puis on a embarqué sur la glace, on a fait une piste, puis on a décidé de mettre ça sur Facebook. On a partagé ça dans plusieurs groupes. On a eu une centaine, 200 de personnes, puis on a continué à chaque samedi. Tant que la glace le permet, le site est ouvert à chaque fin de semaine. Ainsi, plusieurs centaines de passionnés convergent vers Rigaud pour tester leurs habiletés. On y croise des pilotes de tout niveau montés sur des engins tout aussi variés qui, des fois, semblent être sortis tout droit d'un laboratoire. Chacun peut y trouver sa place, peu importe son expérience ou sa monture. L'hiver, c'est un peu de la drift plus qui coûte moins cher. Même si tu as un setup à 10 000 puis tu as un Honda Civic avec des tires d'été, ben viens-t'en. Il y a un code de couleur. La couleur blanc, c'est que tu veux ne pas être approché, que tu veux ton espace. Puis la couleur rouge, c'est que tu veux faire partie des trains, les voitures rapprochées, plus sportifs, plus compétitifs, mettons. Pourquoi faire ça en 4 roues? Parce que c'est ma seule bébelle. C'est unique, il n'y a rien qui se fait pour ça. J'ai tout fait moi-même, j'en ai peut-être pour 10 000 là-dedans. La direction est modifiée pour avoir plus d'angle quand on tourne. Le derrière, il est modifié. Il n'y a plus rien d'origine sur le truck à part la carcasse. Un mécano qui fait ça pour le fun? Un bretteux. L'été, ça coûte beaucoup plus cher que ça. C'est de la bonne pratique à l'hiver pour peu de sous si tu compares à l'été. Tu changes pas les tailleurs, le char est tough habituellement toute la journée. C'est vraiment le fun. Pour les habitués, Furdy Factory offre la possibilité de pratiquer son sport favori dans un espace contrôlé et sécurisé hors des rues publiques. De nombreuses règles ont été mises en place afin d'assurer la sécurité de ses pilotes. Comment ça fonctionne en termes de sécurité? On fait signer des décharges de responsabilité, dans le fond, que les personnes sont responsables entre eux-mêmes. C'est tolérance zéro dans les stationnements, dans le chemin, dans la rue. Si t'énerves en dehors des pistes, t'es banni, tu reviens pas. À la place d'aller faire ça dans les rues, ils viennent faire ça sur un circuit de manière plus sécuritaire. C'est ça, exact. Et ici, c'est très sécuritaire de le faire, autant à haute vitesse qu'à basse vitesse. Ben, tu sais, ça vient peaufiner un peu les réflexes d'un conducteur. C'est un peu pour ça aussi qu'on fait ça. Dans le fond, c'est pour donner une place au monde pour lâcher un peu leur fou. C'est exactement ça. Il y avait la police était venue la semaine passée pour regarder, puis on jasait avec eux, puis ils aimaient ça que les gens viennent dans un endroit sécuritaire et contrôlé. On a cordialement été invités à aller tester la piste glacée, donc on a gracieusement accepté l'invitation. J'ai un peu peur. C'est un départ. Dans le doute, le gaz au bout, let's go. Et c'est un départ. Oh, tab... C'était ça, man. Oh boy. À ne pas faire dans la rue, mais bel et bien à Furdy Factory sur Rigaud, sur le lac. C'est tout pour le bulletin des régions cette semaine. J'espère que cela vous a plu. Je remercie toutes les stations de télévision participantes et je vous dis à bientôt.